Bonjour et bienvenue à tous dans Mon lycée à la maison 2.0. Aujourd'hui une vidéo concernant l'activité expérimentale du chapitre 11 sur la dilatation des durées. Donc on va essayer de schématiser, d'essayer de visualiser le problème de la dilatation des durées émis par Einstein avec cet exemple d'un petit bateau. Alors on va commencer d'abord par le bateau considéré comme étant observé par un marin par exemple qui est sur le bateau. Je rappelle que ce bateau est en mouvement rectiligne uniforme, et c'est uniquement dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme qu'Einstein a posé son postulat, donc le bateau n'accélère pas, ne ralentit pas, ne tourne pas, rectiligne uniforme. Au fur et à mesure, évidemment, que le bateau avance, le marin qui est dessus va avancer avec. Ce qui veut dire que cet observateur, ce marin, est considéré comme un observateur, un référentiel immobile par rapport à la situation qui se passe là, puisqu'il se déplace avec. Donc il ne va pas avoir le sentiment que le bateau se déplace par rapport à lui, etc. La situation, c'est qu'on a une lumière ici, alors on va estimer que c'est un faisceau laser, hein, c'est rectiligne, c'est propre, c'est bien, qui va envoyer donc une lumière qui va avoir une trajectoire. Ici, on imagine qu'il y a un petit réflecteur, un petit miroir, qui va renvoyer cette lumière et qui va retourner à l'émetteur qui est également un récepteur. Donc la lumière va tout simplement faire un aller-retour. Intuitivement, on voit bien que pour l'observateur qui est assis dans le bateau, comme il se considère comme immobile par rapport au bateau, il va tout simplement regarder la lumière, descendre, monter. Donc la trajectoire ici de la lumière, ça va être un aller-retour rectiligne. Alors je vais le décaler juste un petit peu pour le schéma, hein, puisque vous avez l'habitude quand on doit faire deux traits au même endroit, c'est un petit peu compliqué. Donc, mais en vrai, on est bien d'accord que ce sera des trajets confondus. Donc voilà le trajet. On vous demande quelle est la trajectoire de la lumière vue par A. Donc lui c'est A, puis on va se l'écrire. Donc lui c'est l'observateur A qui est sur le bateau, qui bouge avec. Voilà pour la trajectoire de la lumière vue par un observateur du bateau. Ensuite on nous demande si on considère que TA c'est le temps observé par cet observateur pour un aller-retour, donc l'observateur embarqué, on nous demande d'exprimer la distance parcourue. Donc la distance parcourue, hein, c'est cet aller-retour ici, de la lumière. La distance parcourue, comme on connaît le temps TA et on connaît la vitesse de la lumière, vous savez que la distance parcourue h, ce sera TA fois la célérité de la lumière. Donc on va se placer maintenant dans le cas un petit peu plus complexe où on a toujours la même situation, le bateau qui avance de façon rectiligne uniforme, une lampe, un laser qui va envoyer de la lumière, mais cette fois-ci notre observateur B est immobile sur la plage. Donc il est toujours immobile cet observateur, hein, il ne commence pas à danser ou quoi, mais il n'est pas sur le bateau, c'est-à-dire qu'il ne suit pas le même mouvement que le bateau où il y a la source de lumière, il va être observateur extérieur. Le bateau va avancer au fur et à mesure. À partir du moment où la lumière démarre, alors on va imaginer que cette lumière est assez lente, parce qu'évidemment, le temps d'un aller-retour, c'est extrêmement rapide. L'observateur ne verra rien de particulier. Imaginons que le bateau avance. Donc on va le faire avancer. Hop. Donc je vous marque 3 positions. On va essayer d'être à peu près juste. Rectiligne uniforme, vous voyez que c'est rectiligne, c'est uniforme en termes de distance et de temps. Donc on va essayer de voir, c'est ça qui est compliqué, quel est le trajet de la lumière. C'est ce qu'on vous demande, dessiner le trajet suivi par le rayon. Au départ, vous êtes d'accord que la lumière est à la source de lumière. À mi-chemin, la lumière est censée être sur le pont à atteindre le réflecteur, le miroir, et à la fin de l'aller-retour, est revenue en haut. C'est-à-dire que la lumière commence ici, passe par ici et finit ici. Et bien ce qu'on va faire tout simplement, on va relier ces positions-là. Donc on va essayer de faire ça proprement. Voilà.
Et voilà la trajectoire apparente de la lumière observée par notre observateur qui est extérieur, qui est immobile sur la plage. Maintenant, on me demande, comme tout à l'heure, d'exprimer la distance qui a l'air d'avoir été parcourue par cette lumière. Donc cette fois-ci, on va l'appeler grand H. Donc grand H, comme tout à l'heure, ça va être le temps qu'a mis la lumière à faire cet aller-retour, vu par l'observateur B, donc ce sera le temps B, multiplié par la vitesse de la lumière. Alors maintenant, dans la question 5, on a besoin de s'intéresser à la vitesse du voilier. Donc on vous dit que V, c'est la vitesse du voilier par rapport à la plage, donc globalement par rapport à notre observateur B. Exprimer la distance D parcourue par le voilier durant la durée TB. Donc pendant que mon observateur chronomètre le départ de l'aller-retour et l'arrivée, donc pendant ce temps-là, la distance qui a été parcourue par le voilier, la distance D, donc ce qu'on va faire, on va la mettre ici. Donc on voit bien que c'est la distance parcourue de là à là. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple prendre le mât du bateau, et donc la distance D, elle est là, ici, entre le point de départ et le point d'arrivée. Et donc cette distance D, c'est tout simplement par rapport à la vitesse qu'on nous donne, le temps mesuré par notre observateur, la plage, fois la vitesse du voilier. Et donc la représentation de la distance. Donc avec toutes ces formules de petit h, grand H et D, on va tout simplement les utiliser pour faire l'application du théorème de Pythagore. Ici on voit bien qu'on a quelque chose qui ressemble à un triangle rectangle, ici. La hauteur du mât qui va correspondre à H pour la trajectoire perçue par l'observateur A immobile dans le bateau. L'hypoténuse ici, ça va correspondre à grand H qui est la trajectoire de la lumière perçue par l'observateur B sur la plage. Et le côté ici, ce sera D puisque c'est la trajectoire du bateau au fur et à mesure de son mouvement. Alors on va enlever notre petit observateur B pour se faire de la place. Et on va tout simplement écrire le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore nous dit que h carré, ici, plus d carré, égale le grand, c'est-à-dire grand H au carré. Et grâce à ce théorème de Pythagore, on va tout simplement remplacer h par TA fois c, d par tb fois b, et grand H par TB fois C. On va faire donc ce remplacement. Donc ici, on va avoir TA carré C carré, plus là-bas TB carré fois V carré, égale TB carré fois C carré. On va regrouper les TB ensemble, on va simplifier tout ça par C carré, de façon à obtenir une valeur de TB. Donc ce qu'on peut faire ici tout simplement, c'est regrouper les TB ensemble. Donc ici je vais avoir TA carré égale donc TB carré facteur, j'avais V carré et C carré. Donc C carré, vu que je vous ai dit que j'ai simplifié par C carré, il reste 1 moins V carré sur C carré. Donc là, on voit qu'il se dégage la formule qu'on vous demande d'obtenir. On va mettre ce facteur-là de l'autre côté sous TA. On va prendre la racine de tout ça, puisque tout ça, ce sont des nombres, les temps ici, ce sont des nombres positifs, donc on peut se permettre de prendre la racine. Et ici, la différence de 1 moins V carré sur C carré étant positive également, on peut prendre la racine. Donc on va se retrouver grâce à tout ça, avec quelque chose du style TA divisé donc par ma parenthèse 1 moins V carré sur C carré en racine égale TB. Voilà ce qu'on vous demandait de trouver. Alors maintenant qu'on a trouvé cette égalité que j'ai remise ici, on nous demande de prouver que TB est supérieur à TA. C'est-à-dire que la durée perçue par l'observateur de la plage
est supérieur à la durée perçue par l'observateur du bateau. Donc, c'est-à-dire TB supérieur à TA. Donc, TB supérieur à TA, c'est la même chose de dire TB sur TA supérieur à 1. Voilà ce qu'on veut trouver. Alors, on va partir tout simplement du fait que la vitesse du bateau est inférieure à celle de la lumière. Donc, V inférieur à C. C'est-à-dire que V carré inférieur à C carré, et si je mets tout du même côté, V carré sur C carré inférieur à 1. On peut également dire que V carré sur C carré, c'est positif, puisque ce sont des carrés. Je vais maintenant prendre l'opposé. Donc vous savez que quand on change de signe dans une inéquation, on change également le sens des inéquations. Donc je mets ici V carré sur C carré supérieur à 1. Je vais rajouter 1 partout. Donc 1 supérieur à 1 moins V carré sur C carré supérieur à, pardon, ici c'était moins 1 à 0. Je vais prendre la racine, puisque tout ça c'est positif, je peux prendre la racine. Racine de 1 c'est toujours 1. 1 moins V carré sur C carré, tout ça en racine. Supérieur à la racine de 0, c'est 0. Je vais mettre ça à la fonction inverse. Donc vous savez que ici je vais être encadré par 0 et 1. Et lorsque je fais 1 sur A avec A compris entre 0 et 1, j'obtiens quelque chose forcément de supérieur à 1. C'est la propriété de la fonction 1 sur x. Donc ici je vais avoir 1 sur 1 moins V carré C carré en racine. Et ça, c'est forcément supérieur à 1. C'est ça sa définition. Or, ici, si on regarde bien, ça ressemble quand même pas mal à ici. Ça, c'est exactement pareil que TB divisé par TA. Hein, donc le TA qui était là, on imagine je l'ai mis en dessous, TB sur TA. Et donc, je viens de prouver que TB sur TA est plus grand que 1. Et c'est ce que je cherchais à faire tout à l'heure. Ça me permet de dire que la durée perçue par l'observateur B est supérieure à la durée perçue par l'observateur A. Pour la question suivante, je vous propose qu'on se retrouve sur l'ordinateur. Alors, dans un tableur grapheur, on nous demande de créer un tableau de façon à pouvoir créer ensuite un graphique à partir de ces valeurs. Donc on nous demande de mettre V en kilomètres par seconde sur la première ligne, en dessous TB en seconde. On nous donne les valeurs 30, 300, 30 000, 100 000, 200 000, 260 000, 295 000 et 298 000. Alors moi j'ai mis 297 000, mais c'est pas très grave. Pour la valeur de la vitesse. Ensuite, il faut trouver une formule pour le temps B. Donc on va mettre égal, puisqu'il faut un égal pour les formules sur un tableur. 1 sur racine. Alors racine, sur Excel, ça s'appelle racine. Sur d'autres, ça peut s'appeler SQRT. Vous trouvez ce qu'il faut sur votre logiciel. Donc moi, je vais mettre racine. Il va me demander ce que je dois mettre dans la racine. Donc c'est 1 moins V sur C au carré. Alors V, c'est les valeurs qu'on a rentrées. Donc pour cette case-là, ce sera B1 sur 300 000, puisqu'on prend 300 000 km par seconde pour la vitesse de la lumière. On ferme cette parenthèse, on met au carré, on fait OK, et on a directement notre valeur. On va glisser pour copier la valeur sous les autres, et on a effectivement le calcul automatique des valeurs de TB en fonction de V. On va rajouter un graphique. Moi je choisis dans les nuages de points, puisque c'est une apparence simple, il n'y a pas de problème de configuration. Donc je vais prendre le tracé de lycée, je trouve ça plus joli. Et on a directement l'apparence de notre temps en fonction de la vitesse. Alors on va présenter ça proprement, puisque vous savez qu'on a des règles de présentation d'un graphique quand on le fait à la main, mais également quand on le fait en numérique. Donc on va mettre le titre du graphique, moi j'ai mis tout bêtement TB en fonction de V. On va aller sur la petite croix verte qui permet de rajouter le titre des axes, puisque c'est important aussi. Donc l'axe ici vertical, donc TB en seconde, l'axe horizontal, la vitesse en kilomètres par seconde, et voilà, on a une présentation à peu près propre. On pourrait fignoler un petit peu, mais ici c'est pas l'objet de la vidéo. Grâce à ce graphique, on nous demande de déterminer à partir de quelle vitesse l'effet de dilatation des durées est perceptible. On voit que jusqu'à environ 100 000 km par seconde, on a TB qui va rester quasiment à 1 seconde, alors que TA vaut 1 seconde, c'est notre base. Donc jusqu'à 100 000 km par seconde, la dilatation ne sera pas
perceptible. Ah pardon, vous êtes déjà là. Avec la dilatation des durées, je m'y perds. Alors, avec le tableau grapheur, on a obtenu une courbe qui a cet aspect. Et on a dit que jusqu'à à peu près 100 000 km par seconde, la dilatation des durées n'était pas perceptible. Et on nous demande de conclure sur la validité de la mécanique de Newton sur les objets à notre échelle. Alors ce qui est important, c'est de savoir où est-ce qu'on se situe dans notre échelle de tous les jours, voire à la pointe de la technologie de notre 21e siècle. Alors on va prendre l'objet qu'on connaît, qui a la vitesse la plus élevée dans notre monde moderne. Par exemple une sonde qui part dans l'espace et explorer le système solaire. On est aux alentours de 20 km par seconde. Donc c'est une vitesse largement négligeable par rapport à 100 000 km et a fortiori les 300 000 km par seconde de la célérité de la lumière. Donc la mécanique de Newton reste complètement valable pour les applications du quotidien à notre échelle humaine sur Terre, voire même dans le proche espace. Alors en conclusion de cette activité expérimentale, on a découvert que lorsqu'on se situe sur des vitesses largement inférieures à celles de la lumière dans le vide, on va rester sur la mécanique classique de Newton, il n'y aura pas de dilatation des durées qui sera perceptible. Et lorsqu'on va s'approcher de la vitesse de la lumière, on va pouvoir utiliser le postulat d'Einstein et du coup avoir cette formule qu'il faut connaître du temps extérieur, on va voir le temps impropre, qui vaut le temps propre, la durée propre sur 1 moins v carré sur c carré.